Qui sont les grands oubliés des prix littéraires? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Eh bien, bon, on va peut-être pas refaire le débat sur Emmanuel Carrère, hein, on s'est déjà engueulé là-dessus. Surtout qu'il a déjà eu plein de prix. Il a déjà eu plein de prix et tout ça. Il pouvait avoir que le Goncourt, il n'a pas été sélectionné. Ça fait quand même un petit peu bizarre de penser qu'un des livres les plus importants, les plus intéressants de la rentrée n'a rien eu. C'est vrai que ça aurait été mieux que Lydie Salver, je vous l'accorde. Passons sur Carrère, passons aussi sur Lydie Salver, dont on a déjà parlé. En revanche, il y en a un qu'on a beaucoup donné comme concourable possible, qui est Éric Reinhardt, avec son livre qui s'appelle L'amour et les forêts, qui a encore une chance, puisqu'il reste encore le prix interallié. Dont plus grand monde ne se préoccupe, mais quand même qui pourrait le sauver. C'est quand même un des romans les plus aboutis, les plus maîtrisés de l'automne, sur un sujet très contemporain. C'est sur d'une femme qui est mariée avec un pervers narcissique. Bon, c'est pas drôle du tout. C'est ennuyeux comme tout. Enfin, moi, non, c'est pas ennuyeux. Non, c'est pas vrai. Non, mais je vous accorde que vous avez le droit d'aimer ce livre. Mais pour le coup, puisque vous parlez de l'interallié, qui sera décerné la semaine prochaine, il y en a un qu'il faut absolument pas rater, parce que c'est le grand ratage joué prix, c'est Mathias Ménégoz, Carpathia. Pourquoi? Parce que c'est de la littérature, c'est du roman historique, ça se passe en 1833, c'est chez POL, donc on ne comprend pas ce que ça fait chez POL, parce que c'est exactement le contraire de ce que fait POL. C'est très bonne maison d'édition. C'est le contraire de l'autofiction, oui. C'est enfin un livre d'aventure historique, avec, qui commence comme dans Joseph Conrad, avec un duel, et puis un jeune comte qui part avec sa femme, son épouse, sa jeune épouse, dans ces terres de Transylvanie, aux confins de l'Empire austro-hongrois, à reprendre en main le château en déshérence, et il se retrouve dans cette région qui est une espèce de bouillon de culture au pluriel, hongroise, saxonne, roumaine, tzigane, et qui se retrouve à affronter un petit peu des émeutes paysannes dans la région, la haine des tziganes. Enfin, c'est absolument extraordinaire. On est dans Jules Verne, Alexandre Dumas, dans Zévaco. Ça aurait vraiment mérité l'Académie française, voir le Renaudot. C'est un premier roman. Il aurait été chez Gallimard. Gallimard, je pense qu'il avait le Goncourt du premier roman. Je suis pas sûr que, avec l'image POL, il a payé un peu ça. Mais en tout cas, encore une fois, pour reprendre le débat qu'on a eu la semaine dernière, c'était aussi un roman historique, preuve que l'histoire est vraiment très prégnante dans la créativité française contemporaine, à l'exception de Reinhardt. Mais si c'est pour faire de Reinhardt, je préfère encore l'histoire dans la littérature. Ouais, enfin non, Reinhardt, je maintiens que c'est un livre qui est réussi et maîtrisé et intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'y a que l'interallié qui peut sauver ces livres-là. Pour le reste, on est passé quand même à côté de... Patrick Deville, alors vous allez me dire, il a eu le Féminin, je crois, il y a 2 ans. Oui, il a eu le Féminin il y a 2 ans. Qui raconte en parallèle Trotsky et Malcolm Lowry en 37-38 au Mexique. C'est un livre extraordinaire, enfin dans la lignée de ce que fait Patrick Deville depuis des années, sur les espoirs, les désillusions révolutionnaires, en l'occurrence incarnées par Trotsky, où lui-même vient au Mexique enquêter avec des retours historiques et très littéraires, avec une écriture très particulière. C'est très bien. Deville, il écrit très bien, c'est très bien documenté. Après, c'est vrai qu'il a eu le Féminin il y a 2 ans. C'est vrai que par rapport à Peste et choléra, il y a quelque chose qui fait que ce livre-là est beaucoup plus touffu au premier abord. Avec plus de personnages, il est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Dans Peste et choléra, il avait réussi à trouver un personnage, à le suivre. Il y avait un fil narratif très clair qui faisait que tout le monde pouvait le lire. Là, c'est un peu plus difficile, mais ça vaut le coup de s'accrocher, parce que dans la deuxième partie du livre, me semble-t-il, tout prend sens et tous ces destins qui se sont croisés ou qui auraient pu se croiser dans le Mexique des années 30 s'imbriquent. C'est vrai que c'est un très très beau livre. C'est un très très beau livre. Moi, il y en a un que je voulais citer aussi, qui a l'avantage par rapport à Carpathia d'être court et qui est néanmoins vraiment une merveille. C'est Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard, qui raconte l'histoire de Buffalo Bill. Vous allez me dire qu'on est encore dans l'histoire, sauf qu'il y a vraiment un point de vue extrêmement contemporain sur l'histoire de Buffalo Bill, sur la manière dont les spectacles de Buffalo Bill ont préfiguré, ont fait naître la société du spectacle dans laquelle on est très heureux de baigner aujourd'hui. Voilà. Puisque vous parliez de Deville, moi je tenais absolument à mentionner l'autre livre important, je trouve, d'Olivier Rollin. Deville, il a eu le Féminin l'année dernière. Rollin, ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de prix. Je trouve ça dommage. C'est quelqu'un qui a une œuvre inégale, mais néanmoins toujours intéressante, je crois, et qui là a vraiment réussi un récit formidable sur l'histoire d'un météorologue soviétique qui s'est retrouvé au Goulag, aux îles Solovki, à la fin des années 30,
et qui a fini par être liquidé par Staline. Rollin a enquêté là-dessus. C'est vraiment très sobre et absolument bouleversant. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un vraiment des meilleurs livres de la rentrée qui aurait mérité un grand prix à coup sûr. Encore une fois, on le met avec Deville, avec Romain Slocombe, Avis à mon exécuteur chez Robert Laffont, qui est un livre magnifique aussi sur un espion stalinien qui d'un seul coup a pour ordre de tuer un de ses amis, donc il se retourne contre Staline et il va passer à l'ouest. Tout ça pour dire qu'il y a en ce moment, et on peut parler de Lily Salver aussi, il y a une propension à ces écrivains français qui racontent des histoires de révolutionnaires qui sont tombés de très haut une fois qu'ils ont compris que la révolution s'accompagnait de massacres, de terreurs, de bains de sang, de torrents de massacres. Et il y a une prise de conscience des écrivains français contemporains sur ce qu'a été la révolution soviétique, russe, bolchevique, mais aussi la Révolution française, on pourrait citer d'autres livres. Moi, qui me paraît intéressant, elle est tardive, mais je suis très heureux que des écrivains français, surtout quand ils sont de gauche, sauf Lily Salver, qui n'a toujours pas compris ce qu'était la guerre d'Espagne. Je comprends ce que vous voulez. Mais c'est intéressant que ces gens-là, enfin, se rallient à un point de vue défendu en se faisant traiter de tous les noms par certains depuis des décennies, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon, en même temps, là où les livres de Rollin et de Deville, mais surtout de Rollin, sont encore plus intéressants, je trouve, c'est qu'ils ne sont pas dans une condamnation bête et systématique de la Révolution et des crimes heureusement, sinon ce ne serait pas des romans, je suis entièrement d'accord. Non, mais il les dénonce de manière très forte et très claire, et en même temps, il y a une exploration de la psyché des gens qui ont cru à la Révolution, comme lui. Qui a quelque chose de très très beau, et qui, sous la plume de quelqu'un qui y a lui-même cru au début des années 70. Accordez-moi qu'il y a un tout petit peu dommage que manifestement il faille avoir été révolutionnaire soi-même pour qu'on vous entende dans votre critique de la Révolution. Admettons.